Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette première table ronde. En fait, ce soir, il y aura deux événements parce qu'on va faire d'abord cette table ronde dans le cadre de l'exposition de Prelco. Et par un hasard, il arrivait que la maison d'architecture, Pavillon Cycli, organisait aussi le même jour un duo entre Jacques Lucan et Sophie Delay. Et grâce à Marlène Leroux, qui était d'accord, on a réussi en quelque sorte à ne pas avoir deux événements concurrents dans la même maison, mais en fait, ils vont se suivre. Donc, la table ronde, elle va terminer à peu près vers 7h moins 10, de façon à qu'après, justement, la suite puisse se préparer. Et en même temps, donc, ça fera deux événements un peu différents, mais que j'espère qui seront tout à fait de votre plaisance. Et puis, ça me plaît beaucoup aussi, dans le cadre de cette exposition Prelco, d'avoir des événements parallèles qui sont intégrés dans l'ensemble. Alors, lorsque on a fait la conception du livre qui a donné lieu à cette exposition, qui s'appelle L'art de la préfabrication, dans la conception du livre lui-même, on s'est très rapidement mis d'accord qu'il faudrait que le livre il ait en tout cas deux parties. Une partie sur le passé, donc Prelco ayant commencé en réalité en 1958 dans le cadre d'Induni et puis créé en 1972. Donc ça fait partie en quelque sorte d'histoire de Genève avec les grands ensembles, les cycles d'orientation et autres. Après, il y avait la période contemporaine qui m'intéressait aussi beaucoup parce qu'en fait, on voit qu'il y a une nouvelle génération d'architectes qui continue à s'intéresser beaucoup à la préfabrication. Mais très rapidement, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait que le livre il contienne une partie sur l'avenir, en quelque sorte. On ne pourrait pas s'arrêter uniquement sur la question du présent et du passé, mais qu'on devrait aussi un peu réfléchir sur quel serait, en tout cas par rapport à Prelco, l'avenir de la préfabrication en béton, et d'une façon générale sur ce qui est en train de se passer de nos jours. Alors évidemment, quand on parle de l'avenir dans le cadre de la situation actuelle, dans le cadre de la situation actuelle, on parle aussi beaucoup, évidemment, de transition écologique. Je crois que c'est de plus en plus des termes qu'on a de plus en plus d'habitude de manier, de réchauffement climatique et autres. Et donc, dans le cadre du livre même, on avait déjà organisé des tables rondes auxquelles on a convié des architectes qui travaillent beaucoup avec la préfabrication en béton, de façon à commencer un peu à imaginer ce qui pourrait être en quelque sorte l'avenir non seulement de la préfabrication en béton, mais aussi de la construction d'une façon générale, parce qu'on est véritablement dans une période de mutation. Il y a des changements de paradigme assez forts, et puis souvent on n'a pas encore très bien imaginé ou conçu ce qui pourra se passer par la suite. Donc on a imaginé avec Pierre-Alain Lhôte qu'on pourrait refaire en quelque sorte des tables rondes dans le cadre de l'exposition, de façon à continuer justement cette réflexion. Et puis donc, aujourd'hui, c'est la première de deux tables rondes dans laquelle on a voulu un tout petit peu élargir donc, le point de vue, la focale. Et ces deux tables rondes sont sont complémentaires l'une à l'autre. Et aujourd'hui, on a surtout on va essayer de réfléchir en partant de la grande échelle, c'est-à-dire du territoire à la ville, vers le matériau. Donc c'est dans ce sens-là qu'on aimerait discuter, en se focalisant d'abord sur des questions de l'évolution de la planification actuelle, dans quelle mesure les matériaux ils s'intègrent dans un discours sur cette évolution, et quelles sont les implications par rapport à l'architecture, et beaucoup par rapport à l'image de la ville, qui à mon avis, ce sont des questions effectivement très intéressantes et très, très particulières. Et puis demain, ce sera une autre table ronde qui sera dirigée par Marc Frochot, qui est ici, que je salue par ailleurs, et qui va lui se concentrer plus sur la question de l'évolution des matériaux, de leur application, sous l'égide. Faut-il changer les matériaux? Faut-il les faire évoluer? Donc ce sera plus cette fois-ci de la petite échelle vers la grande échelle, si vous voulez.
Donc voilà, donc dans ce sens-là, on a voulu ce soir donc entamer donc une première réflexion. Et comme moi je trouve que les questions qu'on est en train de poser de nos jours sont extrêmement complexes et parfois pas faciles non plus à discuter, j'ai voulu en quelque sorte envisager cette table ronde comme une espèce de conversation. Ce ne sera pas véritablement peut-être un très grand débat, mais j'aimerais surtout que chacun puisse s'exprimer sur comment il perçoit, comment mes invités perçoivent en quelque sorte les questions assez complexes et difficiles qui sont posées. Et dans ce sens-là, je leur ai donné en quelque sorte carte blanche. Donc, je vais leur demander un peu à tour de rôle à tour de rôle qui s'expriment sur comment ils perçoivent justement cette question du territoire aux matériaux. Et je leur ai donné aussi la possibilité d'avoir certaines images s'ils estiment que les images peuvent agrémenter leur discours. Donc, ce sera le cas pour certains, d'autres pas. Mais en tout cas, c'est plutôt une espèce de discussion un peu à bâton rompu que j'espère que sera intéressante et qui nous permettra d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Alors, très rapidement, je voulais vous les présenter, même si je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent donc mes invités ce soir. Alors, la première, c'est Ariane Widmer, donc, qui est depuis 2019 donc, urbaniste cantonal de Genève, ce qui est une énorme chance pour Genève, parce qu'il n'y a jamais eu d'urbaniste cantonal à Genève, et puis c'est formidable d'en avoir une. Et elle a comme mission principale, elle est chargée de la vision du développement territorial à Genève. Donc je trouve que c'est effectivement un thème très très important pour ça. Ariane a été aussi très connue par l'énorme travail qu'elle a fait dans l'agglomération lausannoise du Stol, donc de l'Ouest lausannois, dans lequel elle a travaillé pratiquement une douzaine d'années, qui lui a permis d'ailleurs de recevoir le prix Wacker 2011. Et puis, parmi d'autres fonctions, elle a été aussi directrice design d'Expo 02. Mais surtout, et ça je suis très fier de l'annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, elle vient de recevoir le prix de la fondation Brandenberger, c'est juste, pour son engagement professionnel dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement urbain. Et c'est vraiment une fierté pour la Suisse romande d'avoir quelqu'un comme Ariane qui a reçu un prix aussi prestigieux. Voilà, je l'ai dit, j'ai voulu le dire, voilà. Francesco de la Casa, donc tout le monde le connaît aussi, donc il est architecte cantonal de Genève, donc il poursuit une tradition d'architectes cantonaux très importante, et donc il est architecte, critique d'architecture, il a été pendant très longtemps donc rédacteur en chef de la revue Tracé. Et puis, c'est un homme de la critique et de l'architecture, donc il a beaucoup travaillé avec des revues comme l'Architecture d'aujourd'hui, le Werk, Archi, A+, et autres. Et c'est aussi un homme de la plume. Il nous a gratifié de plusieurs livres récemment, depuis un certain temps. Rolex Learning Center en 2008, La Friche Label de mai en 2013. Bien sûr, Chicago, qui était un très très beau livre, 2016, et plus récemment, À demeure, donc en 2019. Donc, le regard de l'architecte cantonal, pour moi, était absolument essentiel par rapport aux questions qui se sont posées aujourd'hui. À côté, Marcelin Bartassa, qui est aussi quelqu'un de très très connu à Genève. Moi, je l'ai connu quand il est donc diplômé de Zurich, mais il avait surtout fondé un bureau qui était très important, qui était le collectif d'architectes, que tout le monde connaissait, qu'il avait développé énormément de pensées architecturales et urbaines entre 1984 et 2006, plus que 22 ans, tu avais travaillé dans le collectif d'architectes. Après, il y avait Arter, que tu avais fondé, et puis maintenant, le bureau s'appelle 4 architectes territoires. Tu as aussi beaucoup enseigné, il faut le dire, donc à la fois à l'Institut d'architecture universitaire de Genève, donc à l'UAG, mais aussi à l'EPIA. Et puis, tu as été aussi, je te connais aussi beaucoup par ton engagement de Patrimoine Suisse Genève. Donc ce soir, j'aimerais beaucoup avoir ton avis aussi par rapport à des questions de territoire et pas uniquement d'alpinisme, que je sais que tu pratiques beaucoup, par rapport à cette question de la matière. À tes côtés, Taramo Broniman, qui est aussi quelqu'un de très connu, cofondateur du groupe 8. Donc, vous avez
construit beaucoup et continué à construire beaucoup à Genève. Je t'ai connu aussi beaucoup engagé, soit dans la commission d'architecture, soit dans d'autres commissions ici à Genève. Tu as aussi beaucoup participé, notamment à la revue FAS, Journal d'architecture, donc qui est une revue assez importante ici. Et de nos jours, tu es aussi membre de la commission d'architecture de l'État de Genève, du conseil académique de la HED et du conseil de la Fondation pour la promotion des lieux pour la culture émergente. Donc, ton regard peut-être d'un architecte engagé dans le territoire et dans l'urbanisme m'intéressait aussi tout particulièrement. Et enfin, dernier point, Pierre Bonnet, donc, qui est aussi architecte à Genève. Donc, tu as créé en 2000 l'atelier Bonnet avec Mireille, ta femme. Tu as aussi beaucoup enseigné et tu t'es aussi beaucoup engagé dans les commissions, dans la commission d'urbanisme du canton de Genève. Votre production, elle passe des équipements publics aux espaces publics. Enfin, vous avez un champ d'action très, très large. Et ce soir, je t'ai invité, un peu en complémentarité aussi avec Marcin Bartassa, pour que tu viennes nous parler aussi un peu de Belle Terre, donc l'opération, les 2 premières pièces urbaines que vous avez mis au point, où là, effectivement, la question de la préfabrication et du béton a été un point central. Donc, ça m'intéresse beaucoup que tu nous fasses participer de cette expérience. Voilà. Très bien. Alors, je me tourne vers Ariane. Et puis, voilà, ma première question, c'est comment tu as pu réagir à ma sollicitation de cette dimension un peu inédite, peut-être, du territoire aux matériaux, qui est peut-être pas une chose très courante, mais qui est peut-être aussi stimulante. J'espère, en tout cas. Merci. Peut-être pour commencer, je crois que, c'est vrai que je fais de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire maintenant, mais au fond, je suis quand même architecte et ce que j'aime, c'est le toucher du matériau, de la matière. Voilà, je pense que c'est clairement ce qui me motive aussi dans mon travail au quotidien, même si c'est à des échelles qui n'ont rien à voir avec le détail d'une marche, d'une embrasure. Mais ce que je dirais peut-être par rapport à la question de la planification aujourd'hui, ou celle qu'on cherche à faire en se projetant à demain, je crois que le mot de complexité, il est déjà tombé. Donc, je crois la manière de planifier aujourd'hui, elle est devenue, je crois, plus complexe encore et certainement plus exigeante que ce qu'elle ne l'a été. Et je crois qu'elle comporte quelque chose qui est très difficile, je crois, et qui est, c'est l'obligation de gérer des incohérences. On sait comment on doit faire, mais on voit que les choses se font encore pas du tout comme on devrait faire. Et puis comment est-ce qu'on reste calme dans un contexte où on peut pas tout faire et comment on pense que ce serait tout à fait juste de le faire. Mais toujours est-il que je crois qu'on sait quand même où on adapte peut-être notre manière de travailler, où on renforce certaines manières de travailler qu'on a toujours connues. Je crois que pour planifier, quelle que soit l'échelle, c'est certainement la pensée en 3 dimensions et le projet qui nous aident. Donc même, l'aménagement du territoire, il a eu des périodes où il s'est beaucoup dessiné en 2 dimensions. Et je crois que, on a tous aussi compris les limites d'une pensée en 2 dimensions, alors qu'il s'agit de territoire, d'une topographie, d'une ville, de quelque chose qui est spatial. Donc la question de la spatialisation me paraît fondamentale aussi pour aborder des questions de demain. Je crois plus que jamais, on a aussi besoin, si on planifie, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et demain, et pas seulement penser à plus 15 ans, plus 20 ans. Donc on ne peut pas, je crois, se laver les mains et mettre de côté, disons, l'immédiat. Je crois qu'on doit aussi trouver des moyens pour aborder ça par du projet. Ça peut être des expériences pilotes ou bien des nouvelles pratiques. Et puis, la question des échelles, alors tu nous amènes du haut vers le bas, mais je crois que même quand on est dans la grande vision, on doit et on peut pas avancer si on ne se nourrit pas du terrain, donc du petit aussi, je crois. Et la juste compréhension du petit ou du détail nous permet d'être plus pertinent à la grande échelle. Et donc c'est vraiment un travail. Je pense qu'on a,
peut-être toujours fait comme ça, mais peut-être plus que jamais, on doit comprendre le détail. C'est un aller-retour entre des échelles, c'est une itération et c'est une prise en compte, enfin, disons, les grands prés vierges sur lesquels on peut planifier des villes nouvelles ou même, voilà, l'idée de raser une ville, ben, enfin, c'est clairement, on n'est pas là-dedans. Donc, on compose et quand on compose, on doit savoir avec quoi on compose et je crois qu'il faut aller le voir de très près pour composer de manière pertinente. Voilà. Est-ce que tu voudrais que je m'arrête ici ou enfin je peux développer? Non, mais peut-être. On est dans les temps là? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, après peut-être. Enfin, pourquoi est-ce que planifier aujourd'hui c'est pas tout à fait la même chose? Je crois que, enfin, on est quelque part. Enfin, il y a une urgence aujourd'hui qui nous amène à essayer de trouver des solutions aux crises environnementales, aux crises, enfin, le réchauffement climatique, tu l'énonçais. Et je crois que ça, progressivement, enfin, nous fait penser, enfin, nous fait adopter, je sais pas, on peut dire des nouveaux schémas de pensée, des changements de paradigme, mais aussi des nouveaux schémas de pensée qu'on est en train d'essayer de tester, je crois, enfin, tous ceux qui pratiquent aujourd'hui le métier de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, ou même de l'architecture. Et je crois que face à cette urgence, et ces schémas de pensée, je crois, il y a peut-être deux éléments que j'aimerais mettre en avant. C'est d'une part le besoin d'ambition partagée, c'est-à-dire seul, on fera rien. Plus on arrive à être dans un collectif qui est à même de porter et s'engager pour des ambitions qui nous permettent, voilà, de tendre vers des solutions à nos enjeux. C'est le premier aspect. Et le deuxième, je pense, qui est en train d'être une évidence, et puis c'est peut-être là où on se rapproche le plus aussi de la question du matériau, c'est notre manière de gérer les ressources dans notre vie au quotidien, que ce soit pour vivre ou que ce soit pour construire du logement, construire des équipements. Donc, disons, vivre à crédit, je pense que c'est plus possible. Donc, l'urgence, elle est clairement là, c'est remettre au centre le vivant, peut-être aussi décentrer l'humain, c'est-à-dire être capable de se considérer comme un parmi d'autres plutôt que être le centre du monde autour duquel tout tourne. Donc, c'est les ressources et le vivant, en fait, qui doivent être placés au centre. Et je crois que c'est ce que nous essayons aussi de faire au quotidien avec la pratique que nous avons dans les projets, enfin, aujourd'hui, pour moi, à l'Office de l'urbanisme. Et puis, voilà, je crois que peut-être pour cette première introduction, je vais m'arrêter ici. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Donc, gérer les ressources, évidemment, c'est en train de devenir un point fondamental. Peut-être la question qui se pose aussi, c'est la notion, en quelque sorte, de la pensée qu'il y a actuellement sur la question des matériaux, qui est une pensée à la fois complexe, mais aussi un peu schématique. C'est-à-dire que là, il y a actuellement une espèce de vision un peu sectorielle sur certains matériaux qui répondent plus à des contraintes climatiques et autres, et d'autres qui sont justement mis un peu dans le bain. Et peut-être par rapport à ça, ce qui m'intéressait ce soir, c'est qu'on essaye de voir ensemble comment en fait le matériau est construit la ville, et comment la ville, l'image de la ville, elle est aussi dépendante des matériaux, et comment intégrer une pensée plus fortement climatique et de transition écologique, toujours dans cette idée que la ville a une identité, que le matériau participe à cette identité de la ville, non? Et ça, c'est Francesco, peut-être je ne sais pas si c'est un thème qui t'intéresse. Je pense aussi, notamment par rapport à la ville de Genève, qui est une ville de molasse, non, qui est une ville de pierre. En quoi justement les éléments de pensée actuels vont peut-être infléchir cette image, ou est-ce que cette image, elle va être résiliente par rapport à ce qui se passe actuellement? Merci Bruno. Oui, c'est une question très aiguë parce que malheureusement, dans la panique, on a tendance à se précipiter, à parer certains matériaux de toutes les vertus et d'autres de tous les vices. Et dès qu'on commence un petit peu à gratter sur la provenance de ces matériaux, les effets de mode, relayés parfois par des revues, il faut qu'on se flagelle soi-même, on se rend compte que ces vertus sont très discutables.
En premier lieu, j'aimerais juste te dire, ainsi qu'à Pierre-Alain Lhôte, merci n'avoir pas attendu qu'un siècle passe pour se pencher sur les archives, mais de dire qu'il y a une certaine importance de regarder l'archive du présent, 50 ans d'une pratique dont on connaissait tous des fragments, mais dont on n'envisageait pas la qualité, l'ampleur et le degré de sophistication extrême. Moi, j'ai appris un tas de trucs. J'ai découvert aussi qu'au fond, la préfabrication, à chaque époque, a été portée par une génération d'excellents architectes. Donc, tu as parlé des cycles, qui devaient répondre à une question très urgente. On trouvait la bonne réponse. Maintenant, on a le même problème d'une carence de locaux d'enseignement. On voit à quel point on est moins performant. On essaye, on se donne de la peine, on en a beaucoup. J'espère qu'on n'en fait pas à trop de futurs élèves. Mais on se rend compte que ça a été porté jusqu'à ce que tu découvres qu'au fond, c'est une part prépondérante de la culture du bâti à Genève dans l'après-guerre. Ce dont on n'avait probablement pas conscience. D'une part parce que c'est les meilleurs architectes qui se sont occupés de cette méthode de fabrication, qui répondait à un besoin, l'urgence, la vitesse, l'adaptation, la flexibilité, tous ces éléments, et que ce n'était pas simplement une question pratique. Et dans le bouquin, j'ai adoré une remarque de Pierre-Alain Lhôte qui disait « Oui, nous avons répondu à un appel d'offres pour des dalles préfabriquées. Or, normalement, il n'y a pas de valeur ajoutée. » Il ne parlait pas de valeur financière, mais de valeur technologique. Mais tout de même, on a découvert qu'il y a eu 2 ou 3 demandes qui nous asticotaient un tout petit peu. Et c'est la réinvention permanente. Moi, j'étais sidéré de découvrir le processus d'invention pour le bâtiment de Chaudron. C'est qu'on le voit, on admire la composition, et on se dit, il est bien gentil, Aurelio, avec Nile Toroni, de nous avoir fait cette composition très savante, mais comment on le fait? Et la réponse, j'ai été scotché, purement et simplement. Puis Pierre-Alain, on se connaît par ailleurs parce qu'on fait partie d'un groupe, là je rebondis sur cette question d'actualité, d'un groupe qui réfléchit à la mise en œuvre d'un règlement sur le réemploi des structures et matériaux de construction. Et on aurait pu dire, oui, mais ils considèrent ça comme quelque chose de concurrentiel à sa pratique. Et puis pas du tout, c'est l'inverse. C'est là où on voit qu'une entreprise qui a toujours été visionnaire, qui a toujours essayé d'avoir un coup d'avance, et là encore un coup d'avance. En premier lieu parce que, au fond, la préfabrication, c'est quand même le gisement le plus solide d'un réemploi futur. Dans un futur lointain, parce que avant que ces bâtiments préfabriqués soient obsolètes, il faudra quelques décennies en tout cas. L'autre chose intéressante, et là on revient sur la culture de Genève, c'est qu'un des premiers qui a théorisé cette question des matériaux et qui a déclaré que les futurs gisements de matériaux de construction, ce seront les villes elles-mêmes, c'est le professeur Sören Erckmann. Il était professeur à l'Université de Lausanne en géographie. Et puis, on s'était intéressé à ce qu'il racontait en 2006-2007 avec la revue Tracé. On pensait que ce serait dans un horizon très lointain, mais on y est, en fait. Et je suis assez content, en fait, d'avoir des complices comme Pierre-Alain Lhôte, comme la Fédération des métiers du bâtiment, qui voient qu'en effet, c'est une adaptation des méthodes de transformation de la ville, parce que Ariane l'a dit, l'époque de la table rase ou de la page blanche, c'est à peu près terminé. Et ça va à toutes les échelles, justement, à l'échelle de la grande planification, mais comme à l'échelle de la ressource, du matériau et des ajustements. Enfin, après, on pourrait aussi développer sur la question des assemblages. Donc l'assemblage, le désassemblage, contrairement au coulage et au mélange des matériaux qui, après, ne peuvent finir qu'en décharge, justement, quand ils sont trop intimement mêlés. Donc, c'est peut-être aussi une question, même si on continue à préfabriquer des éléments
dans toutes sortes de matériaux d'ailleurs, parce que le béton n'est pas le seul à être préfabricable, de penser à la dissociation. Après, il y a des questions du moulage qui m'intéressent beaucoup, venant du monde de l'art et des mouleurs. J'ai d'ailleurs un contact à donner à Pierre-Alain, un fameux mouleur qui a fondé la Kunstgießerei au Sitterwerk de Saint-Gall, qui a récupéré toutes les machines des fonderies Sulzer et ABB qui avaient fermé, donc la grosse fonderie industrielle, tous les matériaux, les élastomères. Il a une collection de tous les matériaux pour fabriquer des moules, pour tous les types de matériaux assemblés. Il est devenu le spécialiste mondial de la fonderie d'art contemporain. Son entreprise est partie tout seul, et ils sont 40 maintenant, des spécialistes. Et c'est très intéressant toujours de regarder très près le monde de l'art, parce que, et surtout de la sculpture contemporaine, parce qu'ils ont affaire aux mêmes conditions physiques que les architectes, avec peut-être des contraintes qui sont isolées, mais je pense que les échanges peuvent être soutenus. Ça a toujours été dans l'histoire. Et enfin, en dernier lieu, moi, je suis très content de cette époque, parce qu'on est en train de réhabiliter le code théodosien. Le code théodosien, au 5e ou 6e siècle, je ne sais plus, David Ripoll me corrigera, en fait, c'est le code qui proscrivait la démolition. On pouvait éventuellement démonter un bâtiment, réemployer, mais la démolition et la mise en décharge étaient proscrites. Donc on revient à une certaine sagesse. Terminer là-dessus. Ouais, je voulais juste relever deux choses que tu as dites que je trouve très, très justes, puisque en fait, on est revenu un peu après le cours par ton discours. Je te remercie beaucoup. Une des choses qui m'a vraiment fasciné pendant ce travail que j'ai fait d'une année et demie, c'était la capacité des entreprises genevoises, et notamment de Prelco, à toujours innover en quelque sorte chaque fois qu'il y avait un problème qui était posé. Et ça, je trouve assez intéressant, parce que souvent dans le monde de l'architecture et de l'urbanisme, on tend à ne plus intégrer, pas forcément intégrer les entreprises, si tu veux, dans ce processus-là. Et par exemple, tout ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'arrivée de la fameuse façade sandwich, c'était la réponse la plus directe et la plus intelligente au changement qui était déjà d'ordre climatique avec la crise du pétrole et autres dans les années 70. Et qu'au fond, les entreprises, elles peuvent nous donner en quelque sorte une espèce d'impulsion envers des nouvelles solutions que sans elles, on aurait peut-être la difficulté à trouver. Et puis l'autre chose qui ressortait aussi pour que je retombe à nouveau sur les matériaux, qui ressortait aussi des tables rondes qu'on a fait pour le livre, c'est que en réalité, on est peut-être dans une situation de complexité qui nous amène souvent à trouver des solutions plutôt hybrides, comme les bonnes solutions, tu vois, et plutôt de confronter le bois au béton ou la terre crue à autre. Peut-être le grand travail par rapport aux ressources, c'est justement de trouver le bon matériau au bon endroit, et que souvent, ces bons matériaux au bon endroit de nos jours, c'est justement des combinatoires de matériaux qu'uniquement d'avoir les matériaux modèles de la modernité, tu vois. Et ça, je trouve aussi que c'est très intéressant, parce que ça nous met dans une situation, encore une fois, de recherche d'innovation, parce qu'on doit résoudre des problèmes, et que dans ce sens-là, l'usine, l'entreprise, encore une fois, peut nous aider à trouver ces questions-là. Donc, je trouve assez intéressant cette façon de recadrer en quelque sorte le débat par rapport au contexte dans lequel on est aujourd'hui, et je te remercie pour ça. Mais j'aimerais aussi avoir l'avis de l'alpiniste qui on connaît aussi notre ami Marcin Bartassa, pas uniquement par ses activités d'architecte et d'urbaniste, mais aussi par son amour de la nature. Alors maintenant, on va avoir trois invités que j'ai sollicités et qui proposent aussi des images pour leurs commentaires. Donc, je te passe la parole. Voilà, très bien. Je te passe la parole, Marcelin. C'est bon, ça marche, hein? Oui, tout à fait. Tu dois y aller toi-même. Voilà, parfait. Bon, disons peut-être
cette première illustration suffirait à comprendre que cette partie de l'habitat humain que l'on nomme souvent l'architecture vernaculaire est justement faite de préfabrication plus artisanale. Elle incarne l'histoire du passage du nomadisme à la sédentarité, puisque c'est au moment où les populations restent sur place et construisent leur habitat que se détermine au fond le regroupement des villages. Et évidemment, et puis des villes. Donc sur la photo de droite, vous avez dans ce Val Maggia du Tessin, si beau, on observe ces prémices de cette préfabrication qui... Je reste toujours assez fasciné quand même dans la manière, non seulement dans l'implantation, mais cette matérialité, en fait, dans le fond, diffuse une sorte d'émotion assez forte. On est toujours impressionné. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, cette question de la tectonique de la ville et des villages aujourd'hui, peut-être c'est vers ça qu'on devrait tendre à travers effectivement des innovations technologiques, mais dont le béton nous a un peu écartés. Encore que quand on est dans certaines architectures du Corbu ou autres, je pense à la Tourette ou à tous ces éléments-là, c'est vrai qu'on avait un béton qui chante. Aujourd'hui, on a un béton qui est effectivement un peu plus propre. Mais revenons peut-être à cette mise en œuvre de la matière qui, pour moi, reste... qui est très précis. Ici, c'est un art de la découpe pour un appareillage en pierre, de manière à assurer un empilement où la pesanteur, résistance à la compression, en fait, garantit la stabilité des maisons. C'est vrai que quand il y a des secousses sismiques, on est dans des situations qui sont assez relativement stables dans ce type de construction. Tandis que sur les parties structurelles, des planchers ou des toitures qui seront mises en œuvre plutôt en bois, plus tard en acier, en béton armé, on est dans une conception dans laquelle les contraintes de tension sont plus importantes. À relever peut-être encore la leçon qu'on peut tirer en revisitant un peu ces éléments du passé, en le sens de les revisiter pour comprendre ces savoir-faire, c'est relever l'importance accordée à la durabilité par ces populations qui ont bâti ces bourgs et ces villages. Pour Genève, cette tectonique des villes, elle se distingue sur 2 siècles d'extension urbaine sans précédent, dont l'un ayant développé intensément la construction massive, basée beaucoup sur un système statique lié à la compression et, disons, des charges à prendre en compte, et celles dites en filigrane, qui sont plus ces éléments de tension liés au plancher ou à la toiture, mais de manière rigoureusement articulée et hiérarchisée. Excusez-moi. Si on prend Boulet des Champs et Rivières, Meillerie, Molasse, calcaire et granit, la configuration de ces tectoniques pour ces centres historiques et son extension par la ceinture phasiste font effectivement aujourd'hui l'objet, disons, non seulement d'un patrimoine, mais en tout cas, disons, d'une leçon à la fois sur la forme et sur cette matérialité qui s'incarne dans ces métiers de la pierre, du bois et de la couverture. Plus bas, la matérialité du béton et les transformations de la modernité, avec peut-être 3 petits points de suspension, puis un mais, cette interrogation dont vous venez de parler, notamment par rapport à la crise climatique et la crise énergétique. Donc l'invention puis la mise en œuvre du béton armé favorise alors cette construction mixte, capable de coupler les résistances et les compressions et les tensions. S'ouvre alors un siècle de la modernité, où certainement le XXe siècle, c'est celui où on a le plus construit, un héritage qui s'avère aujourd'hui fragilisé par son vieillissement, carbonatation du béton, d'autres éléments aussi de corrosion qui aujourd'hui pourraient menacer, disons, un certain nombre d'éléments mis en place, et puis évidemment le bilan thermique. Certes, une diversité de langages et de modèles urbains qui se sont déployés depuis la charte d'Athènes, qui forcément va être aussi revisité, en tout cas rediscuté, sur notamment la question du zoning. Et puis, nous devons gérer à l'aune de ce requestionnement assez grave sur notre condition et vraisemblablement une finitude de certaines matières. Alors, très rapidement, on est en 2000-2001. Après un concours, il y a cette réalisation du quartier du Pommier sur les immeubles de la CPOG,
dans lequel un des principes constructifs de départ a été de dire comment peut-on économiser la matière. On a tenté une structure porteuse moins gourmande en béton, poteaux dalles, en dégageant les façades des contraintes statiques, de manière à concevoir une préfabrication, non pas en béton, mais cette fois en façade. Un principe hybride, bien sûr, comme une sorte de claire-voie à remplir, permettant d'offrir ou de libérer un traitement de la façade, qu'un PLQ avait notamment conditionné par un règlement privilégiant des prolongements sur rue ou des balcons et n'autorisant aucun balcon sur le square. Comme quoi, vous voyez que le rapport entre la planification et la matérialité. Donc, c'est ce qui fait que dans la photo de droite, ici, on a déjoué le système par un prolongement de grandes terrasses avec des systèmes porteurs, mais astuce technique dont on avait d'ailleurs discuté avec l'entreprise Prelco, puisqu'on a des dalles terrasses qui faisaient à peu près, on va dire, 20 à 25 mètres de surface et qu'il fallait déployer pour éviter une astuce technique qui est très à la mode aujourd'hui, qui est le goujonnement dans le fond pour éviter les ponts de froid. Donc vous voyez que la menuiserie qui se trouve à droite libère la façade, mais en même temps glisse comme un rideau depuis le 7e jusqu'au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il faut encore dire sur, au final, cette évolution qu'on a pensée intermédiaire n'a évidemment quitté la préfabrication traditionnelle, mais elle s'est focalisée sur une préfabrication du béton aux éléments structurels dont on a découvert avec Prelco qu'effectivement elles étaient économiques, soit dans la mise en œuvre, mais aussi dans l'utilisation de la matière, donc poteaux, escaliers, dalles de terrasse, etc. Et affirmer un principe intéressant de la modernité qui est le retour à la façade rideau. Voilà. Donc vous avez une vue ici des conséquences d'un plan localisé de quartier dans lequel, si vous voulez, la loggia ou le balcon est retiré à l'intérieur de l'appartement. Ici, juste ce clin d'œil dans la reconversion des berges de Vessy, qui est un ancien site industriel sur lequel on a pu tester, dans le fond, une construction en partie avec des matériaux bioressourcés, notamment sur la terre crue et le bois, et donc aussi avec, on voit une modification soit intérieure, extérieure, l'extérieur étant principalement, dans le fond, une protection solaire, et là, l'énergie revient. C'est simplement pour montrer que ces éléments externes devraient pouvoir, en tout cas, nous faire composer la ville de demain, je sais pas, mais en tout cas, disons, cette mission passionnante, compliquée, difficile, de combat aussi sur la qualité architecturale et urbaine. Et j'en terminerai, on pourrait dire, le débat aujourd'hui, évidemment, focalisé passablement sur la croissance des villes, et donc sur les formes urbaines, dont on dira au passage que la population reste très inquiète, se manifeste à différents niveaux. Et ce qu'on entend de plus en plus autour de nous, c'est le manque d'émotion ou d'humanité dans les nouveaux quartiers. On ne va pas les citer, mais disons la dureté avec laquelle aujourd'hui, la question de la forme aujourd'hui et de la matérialité se concrétise dans les derniers quartiers qui viennent de sortir de terre sur Genève. On devrait pouvoir profiter de cette situation des changements nécessaires et qui nous imposera forcément la grave question du climat et de l'énergie, et donc d'une évolution nécessaire du langage architectural et à sa signification. Et là, je reprendrai la troisième dimension dont a parlé Ariane. Moi, je parlerai peut-être d'une quatrième dimension qui est celle de l'espoir, peut-être, d'un urbanisme, en tout cas d'espoir et d'architecture, pour rendre les villes plus humaines et surtout comment dire, je n'ai pas le mot de la fin, mais disons dans l'intérêt des populations qui y habitent. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Marcelin. Donc, tu nous as montré des images. J'ai trouvé très intéressantes tes images du 19e et du 20e Genevois, parce qu'au fait, on voit qu'il y a quand même une tectonique qui demeure, non, dans ces 2 siècles. Et c'est vraiment une ville qui a une minéralité absolument incroyable. Et que dans ce sens-là, effectivement, le béton, malgré le fait qu'il a été très décrié, il a continué une tradition de la pierre, quand même, dans la ville de Genève, non? Et que de nos jours, c'est une de ces questions-là
question-là qui, à mon avis, serait aussi encore à débattre. Ville de pierre ou ville de béton, ville de quoi, en quelque sorte? Oui, en pensant aussi à une situation genevoise qui reste exceptionnelle dans cette arène lémanique bordée par le Jura et le Salève, hein, Oui. comme nourricier de la construction. Et puis plus loin, le massif du Mont Blanc aussi, qui plus tard fait apparaître le granit dans les constructions, quoi. Donc on voit que cette question du paysage aujourd'hui dans effectivement la métropole doit absolument revenir au premier rang pour donner une envie, dans le fond, de la transformation de l'agglomération du Grand Genève, parce que on rappelle que Genève reste que le 10e pratiquement du Grand Genève. Et voilà, je trouve que cette photo incarne aussi un héritage assez privilégié de notre canton. Absolument. Et j'aime beaucoup cette association de la ville au paysage qu'il a créée et qui génère à son tour d'autres images. Et puis je sais que mon ami Taramo, il a des images aussi assez décoiffantes à nous montrer, que j'ai trouvé très intrigantes. Donc je me réjouis beaucoup de l'écouter, peut-être par rapport à d'autres considérations de la ville, non, et de sa construction. Très volontiers, Bruno. J'ai essayé de répondre en fait à cette invitation en essayant d'ouvrir quelques fenêtres ici sur des différents lieux. Donc peut-être une invitation au voyage. Articulé quand même sur la question, on va dire, un peu centrale d'une ville minérale, d'une image minérale de la ville, hein, qui était une question qui était posée sur son devenir, sur sa résilience, justement. Et cette première illustration, il s'agit donc du Ponte Vecchio de Bassano del Grappa, de l'architecte Andrea Palladio, qui est un pont en bois, bien connu. Il est documenté dans les 4 livres d'architecture, donc dans un traité très célèbre, très diffusé. Il faut savoir que la commande initiale faite à l'architecte pour reconstruire un pont, le premier projet qu'il a proposé est un pont plutôt classique, inspiré de l'Antiquité romaine, en pierre. Et ça n'a manifestement pas convenu au commanditaire. Il a dû réviser sa copie, revoir sa copie, et puis il a proposé ce pont. Et alors ce pont, Ponte Vecchio, qui est peut-être plutôt un pont neuf, puisqu'il a été reconstruit 3 fois. De quoi s'agit-il ? Ce qu'on peut voir sur l'image, il s'agit d'une espèce de loggia au cœur de la ville, qui franchit la Brenta et qui, d'une certaine manière, réengage des éléments stylistiques d'une architecture classique avec ses colonnes toscanes, ses balustres, tout un langage inspiré de l'architecture de pierre, si l'on veut, mais qui ici est transcrit dans une construction en bois qui, en tant que, je pense, structure porteuse, si on peut considérer la plasticité de ces piles qui plongent dans l'eau, ont une capacité, je dirais, à faire image, à faire identité, à faire ville, je dirais. Et je pense que là, il y a un vrai intérêt, je dirais, dans cette manifestation d'une structure à être capable de constituer un lieu. Changement de continent, nous sommes dans l'État de New York, à Buffalo, dans le downtown. On reconnaît un bâtiment qui est aussi une icône, le Prudential ou Guarantee Building de Adler et Sullivan, qui est un bâtiment dont la structure est une structure métallique des buildings, hein, donc d'une nouvelle manière, un nouvel mode constructif, mais qui est revêtu sur ces 2 côtés principaux qui font face au carrefour de ces terracottas très ouvragés, très stylisés Art Nouveau, qui présentent ce nouvel art à la ville. Devant ce bâtiment, on peut voir la cathédrale Saint-Paul de l'architecte Upjohn, qui est dans un matériau, donc une molasse rouge, rougeoyante.
Et aujourd'hui, ce downtown, si on le visite, eh bien, on va découvrir ces deux bâtiments qui, quelque part, à part peut-être la teinte, ne partageaient pas beaucoup en termes de construction, en termes de mode constructif, mais qui aujourd'hui forment une paire, qui paraît, comment dire, qui fonctionne presque comme un ensemble, je dirais, à deux, puisque l'entier de l'alentour de ces deux bâtiments était complètement métamorphosé. On est dans une ville de verre, un downtown américain de verre, qui a laissé comme je dirais, reliquat du passé ou d'un mode constructif passé, ces deux bâtiments qui se font face et qui se complètent de manière remarquable. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'imaginer que ce bâtiment, quelque part, n'est qu'une peau de terre cuite et qui a cette présence et cette capacité de fabriquer une identité de lieu, donc ce downtown de Buffalo, très, 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 très forte, et qui le reste aujourd'hui. On est dans les années 40 en Égypte, ici en Haute-Égypte, à New Gourna, près de Luxor. Donc il s'agit d'un développement fait par l'architecte Hassan Fati, qui a, toujours par rapport à cette question du territoire, quelque part d'une reconquête aussi de savoir-faire ancestraux, a remis en jeu des méthodes de voûte avec une volonté en fait disons, de répondre à des questions climatiques, donc de climatiser donc les espaces intérieurs avec des modes passifs. Et ce qui m'a intéressé ici, en fait, par rapport à la discussion sur le mode constructif, sur peut-être le style, si on peut dire aussi, qui est engagé par les méthodes, c'est cette capacité finalement de reconfigurer de manière très identitaire, quelque part, un espace urbain, ici avec ces arches qui fabriquent une identité presque archaïque, qui est très fascinante, et puis qui engage des matériaux, on va dire, avec un mode de construction ancestral. On pense aussi, avec ces questions climatiques, à des systèmes urbains comme ceux de Bologne, où il y a des ensembles de portiques qui configurent réellement l'identité d'une ville. Et enfin, pour conclure, et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette image des époux Becher, donc le couple de photographes allemands, qui a photographié et rassemblé dans un livre sur les maisons à pans de bois d'une région allemande de manière très très systématique, à documenter chacune de ces maisons, si on peut dire, individuellement, de face, de trois quarts, comme un portrait très méthodique d'un savoir-faire et d'une présence de l'architecture. Et ici, on peut vraiment considérer, selon moi, puisque c'est parmi les dernières images du livre, du recueil, où on prend du recul et on considère des groupes de maisons. Et ici, on a véritablement, je pense, la fabrication d'un paysage. Peut-être est-ce dû au caractère très graphique, en fait, de ces maisons à pans de bois et de cette dualité chromatique très affirmée. Est-ce une ville en bois, est-ce une ville minérale? On peut hésiter, puisque évidemment, entre les pans de bois, il y a des ourdis, il y a des remplissages minéraux. Donc, il y a cette dimension très ouverte, je trouve, qui est proposée ici, et qui me fait penser et me propose de vous citer en fait un extrait d'un post-scriptum que Kenneth Frampton a ajouté à son Histoire de l'architecture moderne, où il dit, je cite, « Dans une société hypnotisée par la consommation, la constitution d'enclaves est peut-être le seul moyen de parvenir à un équilibre éco-ontologique, des fragments limités à l'intérieur desquels une certaine symbiose culturelle et écologique défierait le chaos alentour. »
Fin de citation. Je pense que cette notion d'enclave et de capacité de pouvoir produire des environnements avec une certaine cohérence constructive, écologique, prospective, quoi qu'on puisse dire, mais qui s'inscrit dans une réflexion sur l'ensemble et le collectif, peut être une des pistes à creuser. Très bien. Donc, au fait, toi, tu es parti de la question qu'on posait de la minéralité de la ville. Et au fait, tu es en train de nous démontrer que, avec d'autres matériaux, la structure de la ville est quand même assez présente et que, au fond, la minéralité de la ville, c'est plutôt plus une question d'identité que véritablement uniquement une identification à un seul matériau. Donc, on revient presque à la question du complexe et de l'hybride, non? Et que les images résultent peut-être d'autres critères aussi qu'uniquement le matériau, et qui, quand Sullivan fait de la terracotte, il fait de la ville en quelque sorte, et il répond à la minéralité qui est en face. C'est un peu ça que tu essayes aussi de nous faire comprendre, non? Oui, je crois que tu as bien résumé. Merci Bruno. Et non, mais c'est vrai que la question sur une identité genevoise qui était on peut lire aussi dans l'exposition et également dans l'ouvrage, et sur cette est-ce qu'il y a une résilience de cette image minérale de la ville, ou au contraire peut-être une ouverture possible quand on considère cette image où on voit finalement que dans un mode constructif hybride, on peut parvenir, je pense, à fabriquer une identité puissante qui, quelque part, s'affranchit de la solidité. Si on revient au pont de Palladio, j'ai envie de dire, il est tellement solidement conçu qu'il sera reconstruit à jamais. Enfin, donc, il a une espèce de pérennité acquise. Oui, j'aime beaucoup ce terme de solidité aussi, non, qui a à voir avec résilience, et qu'au fond n'implique pas forcément un matériau, puisque le bois il est aussi très résistant en quelque sorte, même dans une situation de l'eau. Alors le terme solidité va me permettre aussi d'aborder Pierre Bonnet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va revenir un peu à Genève quand même, et puis cette opération qu'on a bien illustrée dans le livre par ailleurs, parce que elle impliquait beaucoup Prelco. Elle demeure pour moi une expérience humaine et collective extrêmement intéressante, en dépit de l'utilisation du béton. Mais je pense que ce serait intéressant que tu reviennes un peu au fondement de ce que tu as vécu, et quels sont peut-être aussi, quel est aussi ton regard aujourd'hui par rapport à cette expérience de Belle Terre, si tu as pris un peu de recul depuis le temps. Merci. Bien, merci Bruno pour cette invitation. Donc je vais commencer comme première image avec celle de Taramo, si tu permets. Donc effectivement, ici il y a de l'hybride, mais il y a un enjeu de mimétisme qui crée l'ensemble. Donc c'est peut-être ça qui continuera peut-être à nous intéresser sur la question de l'identité, comment elle se fabrique, et à un moment donné, comment elle va s'essaimer pour éventuellement atteindre un corpus ou une identité. Donc j'apprécie cette image, j'avais envie d'en faire usage. Donc voilà, donc de la ville aux matériaux, de la grande à la petite échelle. Donc quand on nous pose cette question, évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'éveillent. Et le cas de figure de Belle Terre, c'est peut-être l'occasion de le montrer ce soir. Je ne sais pas si on voit l'image du bas suffisamment. Mais en gros, donc c'est un quartier qui a la difficulté d'être créé de toutes pièces. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ça n'arrive pas souvent, d'ailleurs. On a eu les cités satellites, et puis là, tout à coup, c'est revenu en force. Ça a mis du temps. Et justement, dans cette image du haut, c'est le jour où on a découvert ce site en 2008, avec l'atelier qui était invité à participer à ce mandat d'études parallèles. Donc c'est un vrai choc esthétique. On est dans une chose qui nous dépasse, qui a une monumentalité évidente.
Et puis, cette émotion, elle va s'enregistrer et elle va très vite trouver des manières de continuer sa route. Et ça, c'est l'image du bas. On est 14 ans plus tard, c'est en 2022, où les premiers habitants ont donc emménagé, avec une promesse qu'on s'est faite, c'est qu'ils habiteraient un grand paysage. Ils habiteraient une grande échelle, mais ceci d'un point de vue complètement domestique et domestiqué, et que ce lien qu'on peut faire de façon évidente est une intention de conception. Donc un projet, avant d'être je dirais une réalité, un donné visible, c'est surtout un enjeu d'intention. Donc là, ici, on a passé du temps géologique à un temps extrêmement matériel et qui se préoccupe du confort des gens qui vont habiter. Donc face à la tâche assez forte de s'éloigner de la ville, comme je l'ai dit, de créer un quartier de toutes pièces, il faut trouver des rattachements. Ce paysage urbain qui est très important pour chacun à Genève, qui est d'abord un vide, c'est la rade. Ensuite, ce paysage déroulé, dans une forme de continuité où plus on s'approche, plus c'est différent. Mais de loin, on a affaire à un véritable ensemble constitué. Il va être une sorte de ligne de mire, en quelque sorte, pour poser aussi ce nouveau quartier qui n'a pas grand-chose à voir, au fond, si ce n'est d'être posé également sur une horizontale issue d'un retrait glacier, et avec lequel, en fait, le projet va en quelque sorte prendre racine et donner un écho à cette horizontalité. Donc l'enjeu de la matière, on voit qu'il y a un dialogue qui se fait immanquablement dans un jeu de nuances. Et peut-être cette matérialité-là, elle nous intéresse aussi par rapport à sa nuance et pas seulement par rapport à sa massivité. Enfin, pour sortir aussi de Genève, un quartier comme ça, avant de se lancer dedans, il y a forcément un champ d'expérience assez important qui sont issus de voyages ou d'enseignements par le livre. Et ici, un voyage fait bien avant de se pencher sur la question de former un quartier à Fatehpur Sikri en Inde, où en fait cette architecture exceptionnelle qui est une cité royale du XVIIe, tout de grès rouge, où la matière est en fait un facteur d'unité exceptionnel, où la matière est utilisée autant pour faire des dalles que des plafonds, où tout est suspendu, va être aussi également un champ d'émotion extrêmement important et qui étonnamment va nous donner beaucoup d'enseignements sur la question du plein et du vide et de la question de l'homogénéité. Donc en faisant cette maquette qui va être notre aiguillon pour constituer notre quartier, on voit une maquette complètement en bois, mais qui va, par sa qualité perceptive, va nous conduire à penser progressivement une matière. Et ça, c'est peut-être l'objet, en guillemets, de transition qui va être donné au public pour expliquer ce projet, au maître de l'ouvrage pour être accompagné toujours d'une pièce à conviction, et aussi pour les futurs architectes avec lesquels on va collaborer intensément pour savoir comment passer de la maquette en fait à une réalité construite. Donc voilà pour les intentions. Et puis il y a un moment beaucoup plus voilà, là on est vraiment les pieds dans la matière, on est au milieu du processus peut-être où il s'agit de converger à plusieurs. Donc le projet est fait pour à la fois être un ensemble et à la fois un ensemble de particularités. Donc c'est à ça qu'on joue dans ces images, à savoir de mettre au point, grâce à la patience et à un grande, je dirais, réceptivité en fait de Pierre-Alain Lhôte, qui nous a suivis, accompagnés, même je dirais menés beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans une recherche conjointe d'agrégats, qui fait qu'on va partager même à notre insu certains agrégats, alors que d'autres vont être intentionnellement différenciés. Et puis que tout ça, ça se passe dans un processus qu'on voit ici dans l'image du bas, où tous discutent.
absolument tout se discute, tout se formule, et tout doit arriver à être à un moment donné intelligible et partagé. Donc c'est ça qui s'est passé, et c'est assez, je crois, évident aujourd'hui pour dire qu'on s'est vraiment accordé pour faire un ensemble. Et enfin, cette dernière rencontre, il y a toujours beaucoup de hasard dans un projet. Ici, c'est justement sur la place Chaudron que tu évoquais avant. C'est un autre bâtiment, mais c'est du 19e siècle, où la molasse est taillée, elle est un petit peu usée par l'eau. Mais ce petit relief vibrant, j'avoue que je ne suis pas passé à côté. Il m'a immédiatement capté, et on était au moment où on cherchait à donner une vibration à la surface de nos bétons, notamment des trumeaux. Et vous pouvez imaginer qu'il y a un chemin qui se fait entre une matière sculptée et une matière qui subit une empreinte, un chemin extrêmement enrichissant qu'on a fait avec Pierre-Alain Lhôte aussi, et puis qui ne s'est pas arrêté là. C'est que si on a pu trouver une manière de faire vibrer le béton, évidemment, il y a d'autres composants. Tu parlais d'hybridité, mais on a aussi des usages, des fonctions. Donc on a un rideau qui s'est invité, il y a des parois en bois qui sont venues se mêler à ce jeu d'ombre incessant. Et ça fait de la petite échelle. Voilà pour la question. Merci. Merci beaucoup Pierre, merci de ces images qui montrent pour moi une opération tout à fait exemplaire de conjugaison entre maîtres d'ouvrage, architectes, entreprises, promoteurs et autres. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement important et qui montre bien que cette trajectoire du territoire au détail, non, comme tu disais tout à l'heure, Ariane. Et d'ailleurs, je crois qu'un des points qui ressort, malheureusement, le temps il passe, donc on va devoir avancer notamment demander aussi des questions publiques. Mais un des points qui m'a frappé dans toute la discussion aujourd'hui, ou plutôt dans vos présentations très stimulantes, c'est le mot paysage. J'ai trouvé que c'était un mot un peu central qui apparaît un peu dans toutes les présentations. Et c'est comme si on se projetait dans une sorte d'idée que, au fond, la ressource d'une ville, la ressource d'un territoire, elle est déjà dans le paysage, non? Et toi qui t'occupes de la grande échelle actuellement, je pense que c'est un terme qui peut te stimuler aussi dans la compréhension des phénomènes et notamment du rôle des matériaux de la ville, non? Clairement, enfin, je dirais d'abord que le paysage au sens, disons, large, qui comprend la ville, la silhouette urbaine, qui se fond dans un territoire, qui a sa topographie, ses pentes, enfin raides, abruptes ou bien très lentes, disons, c'est forcément la source d'inspiration, la première, me semble-t-il, pour planifier. Et là aussi, on a peut-être ce qu'on constate aujourd'hui, j'aimerais peut-être dire ça dans la démarche que nous entreprenons avec Mathieu Baradel actuellement sur le Grand Genève, la vision territoriale transfrontalière. On voit bien qu'on est infiniment mieux armé pour parler de la ville que de ce qui se passe aux alentours de la ville, c'est-à-dire qui fait partie de ce grand paysage. Mais il y a on a une manière d'aborder, je pense, très schématique ce qui est hors de la ville et le non bâti, si j'ose dire. Et je crois qu'on est en train de vraiment, nous rendre compte à quel point, disons, le salut de la ville dans qui fait partie effectivement d'un grand paysage, que le salut de la ville quelque part se trouve dans les réponses qu'on sera capable de donner dans les territoires alentours de la ville, parce que c'est dans ces territoires qui doivent, à mon avis, retrouver des complémentarités très très fortes avec la ville, comme la ville a été pensée initialement. Elle n'a jamais vécu seule, elle a toujours vécu avec son arrière-pays ou les territoires agricoles qui l'entouraient pour la nourrir. Elle a pu être ville parce qu'il y avait ces territoires qui étaient là aussi pour elle et auxquels elle amenait ce qu'il fallait. Et donc, je crois que l'approche, disons, de la planification territoriale aujourd'hui, elle doit être globale, et elle doit vraiment, parce que je crois qu'on est quelque part très aveugle et inculte sur ce que le non-bâti, voilà, on a un pauvre mot, le non-bâti peut
vraiment offrir et dont on s'est en quelque sorte détourné. Et ça passe par la question des matériaux, un béton qui provient d'un sable qui vient du Rhône ou je ne sais pas, ou du Salève. C'est un sable d'ici, donc c'est un béton d'ici. Donc on est quelque part dans pour moi, on revient à ces questions identitaires qui nous renvoient d'ailleurs au travail, du vernaculaire que Marcelin tu as abordé. Quelque part de revenir sur ces territoires et de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir, je crois que c'est vraiment une des clés à la planification que nous devons mener. Merci beaucoup, Ariane. Francesco, un dernier mot, et après on passe au public. Oui, alors je voudrais rajouter, pour moi, le paysage, c'est pas seulement une image. Le paysage, il se ressent avec les 5 sens. Moi, c'est ce que les paysagistes m'ont appris. D'abord, il faut faut 2 chaussures pour ressentir le paysage, et il faut le ressentir avec les 5 sens. Alors effectivement, il y a le recul, la grande échelle monumentale du grand paysage, que heureusement on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas façonné. Mais il y a toutes les échelles plus réduites, la manière déjà simplement de se mouvoir dans la ville. Je pense que la ville est un paysage, et c'est pour moi le paysage le plus riche. Moi, je suis quelqu'un des villes. Je ne vais pas quitter la ville pour me reposer ou pour me consoler. C'est plutôt l'inverse. Je viens de la campagne et je vais me consoler en ville. Donc voilà. Et je pense que, alors je suis pas tout à fait d'accord avec Marcelin qui dit oui, il y a une hostilité du matériau. Je suis pas sûr. Je crois qu'on doit apprendre à être, et je vais provoquer Marcelin, je vais dire, pour moi, ce qui est nouveau, c'est qu'on va parler du patrimoine comme tout ce qui est déjà là. Et le patrimoine, non seulement comme source de matériaux, comme le disait Søren Erckmann, mais aussi comme un patrimoine acquis, social, avec une valeur sociale, parce que les grands ensembles, pour rapidement qu'ils aient été construits, ont amélioré la vie des gens quand ils sont rentrés. Les grands ensembles français, il y a des témoignages qui racontent l'émotion, tout d'un coup, d'avoir un saut de confort et de qualité de vie. Et puis évidemment, on la dénigre 30 ans plus tard, quand on est devenu beaucoup plus opulent. Et on se dit, on va les dynamiter. C'est ça l'erreur qu'il faut éviter. Et donc, des gens comme Anne Lacaton, ou Patrick Bouchain, ou Lucien Kroll nous ont montré que non, il faut être capable d'aimer ce moment de l'histoire de l'humanité. Tous les moments. Pourquoi seulement ceux qui sont pittoresques? Je me méfie énormément du pittoresque. Je crois que je vais laisser Marcelin répondre à cette sollicitation. Sur peut-être une première chose, on avait beaucoup travaillé avec Michel Corajou et Georges Descombes sur l'idée que le paysage est la nouvelle monumentalité de la ville. Donc ce rapport ville-campagne, que quand même les modernistes ont sabré avec la charte d'Athènes et toute la doctrine fonctionnaliste, aujourd'hui, avec Michel Corajou, on disait non, il faut restituer cette relation. Et Genève a une situation particulièrement privilégiée, qu'on doit d'ailleurs certainement à Braillard, Reuchel et toute cette équipe d'urbanistes, qui ont fait les prémices, dans le fond, dans ce maillage vert, avant tout le monde, dans les années 30, et qui quand même, je le rappelle, après la guerre, Genève a été le premier canton suisse a effectivement classé ces espaces naturels, agricoles et construits. Et Braillard utilise le paysage comme une potentialité. Dans le projet du Grand Genève, à la première génération, on l'avait mis avec Bernard Leutenegger, le paysage est avant et pas après. Donc on disait à la gouvernance du Grand Genève, donc aussi à Genève, il faut effectivement déterminer la structure et l'ossature verte pour pouvoir déterminer les potentiels, ce qui n'est pas la même chose. Et on est en train de faire toujours le contraire. Dans le cas des communaux d'Ambilly, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une concrétisation du plan paysage qu'on avait déjà fait en 2008. Donc, il faudrait pouvoir le faire sur les quartiers. Par contre, au quartier de l'Étang, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais c'est encore une autre génération de plans localisés de quartier. Sur la question du patrimoine, qu'on se méprenne pas, quoi. Je veux dire, Patrimoine Suisse a été certainement une des premières associations à éditer et reconnaître le patrimoine du XXe siècle, le mal aimé. Et puis aujourd'hui,
le paradigme, il évolue encore. Il y a une prochaine édition qui va sortir sur la démolition avec Countdown 2030 puis Matière Ultime. C'est 2 initiatives en Suisse qui montrent que cette question du réemploi, elle est à l'ordre du jour. D'ailleurs, tu es parfaitement interviewé sur le fait que cette matière, au moment où elle est recyclée, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a une reconsidération totale de la manière, effectivement, de faire la ville. Le patrimoine est un des ingrédients, mais je finirai par là. Il n'y a pas de sauvegarde du patrimoine sans projet, sans valeur d'usage, sans projet politique, on va dire, politique au sens large du terme, qui pour moi nous semble essentiel. Et c'est quand même des valeurs sur lesquelles la centrale de patrimoine suisse l'a honoré, notamment par le prix Wacker sur la cité de Meyrin, quoi. Absolument. Très bien. Écoutez, c'était foisonnant, c'était créatif, c'était un peu ce que je voulais, au fait, passer un bon moment aussi avec des images. Mais vous avez certainement des questions de votre part par rapport à ce qui a été dit. Donc, on a encore 3 minutes pour vos questions. Pas beaucoup plus. Qui veut... Question. Philippe Bébaud, est-ce que tu as une question? Allez. Si ce n'est de remercier les participants. Matériaux, pour moi, ça me paraît clair. L'idée qu'il n'y a pas de mauvais matériaux, je trouvais remarquable effectivement les illustrations qui ont ouvert beaucoup de champs. Je trouve que la question de base, c'est plutôt de savoir quel matériau à quel endroit, tu l'as dit, c'est-à-dire cette hybridation, elle me paraît essentielle. Et puis surtout de jamais perdre, et là je rebondis sur le paysage, cette notion du contexte, c'est-à-dire que lors d'une expérience d'enseignement, des étudiants avaient exhumé un règlement du XVe siècle d'un petit village bernois où en fait il n'y avait aucune restriction sur les gabarits à construire. Il y avait juste le nombre d'arbres qu'on avait le droit d'abattre pour construire. Et ça, je trouve que c'est une leçon essentielle. C'est-à-dire on est dans un paysage, on est dans un contexte, il faut respecter ce contexte, et puis c'est peut-être ce contexte qui va nous donner le droit d'utiliser des matériaux plus que d'autres. Voilà. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je suis un peu pris par le temps parce que, comme vous savez, la soirée se finit pas maintenant et puis on va avoir donc maintenant un dialogue entre Jacques Lucan et Sophie Delay. Donc, s'il n'y a pas une question urgente, je profite pour beaucoup remercier mes invités. On a passé un bon moment en votre compagnie, avec vos remarques, avec vos images. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. Je pense que dans la situation un peu d'incertitude et parfois d'inconfort qu'on vit quand même de nos jours, même si je suis d'accord avec toi, c'est une période très stimulante, c'est bien aussi de se rattacher à une sorte d'imaginaire. Je pense que la question de l'innovation, de l'imaginaire, ce sont des valeurs très porteuses par rapport à la situation actuelle et qu'on doit véritablement donc investir ces domaines parce que parfois c'est ces domaines-là qu'on arrive à trouver des nouvelles solutions. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci à Pierre-Alain Lotte de nous avoir donné l'occasion de nous réunir ce soir aussi et après le cours pour cette belle exposition. Et merci à vous d'être là. Et puis, voilà, les festivités vont continuer. Merci.